Allô Libertad! Allô amis et bienvenue à vous, à tous ceux qui ont cliqué pour écouter l'épisode 7. Aujourd'hui, un sujet hyper intéressant parce qu'on va parler des coulisses de l'organisation d'événements dans la communauté de danse latine. Donc, sujet très très niché, mais qui est vraiment essentiel parce que ça fait partie de l'écosystème et il est extrêmement important parce que où est-ce qu'on irait danser s'il n'y avait pas d'événement de danse où aller, hein? Et qui mieux de parler de ce sujet-là que notre invité d'aujourd'hui. Mais attendez, il n'est pas seulement organisateur d'événements. Oh no. Il porte vraiment plusieurs chapeaux, puis vous l'avez sûrement vu dans Les Sociales à Montréal. Il est entrepreneur, promoteur, MC, DJ et danseur. Donc, on va accueillir aujourd'hui notre ami Guesli Chéri. Alors, ça va être un super épisode. Encore une fois, on a vraiment hâte de vous le partager. Donc, bonne écoute. Bon épisode! Allô, allô! Bonjour! Bon matin, Guesli! Bon matin, Bienvenue! Guesli. Merci de m'avoir invité. Hey, On c'est est tellement- vraiment excités de te Ouais, recevoir. vraiment contente, heureuse de t'accueillir dans notre petit studio de Open Break. That's awesome, yeah. Ben, ça fait depuis, je pense, Day One qu'on a brainstorm sur c'est quoi les sujets qu'on voulait faire pour notre saison 1, puis c'est sûr que ton nom est sorti. On l'a déjà introduit à l'auditoire sur quoi on va parler aujourd'hui. Encore une fois, on voulait highlighter quelque chose d'extraordinaire qui fait partie de la communauté de danse latine, et là, on voulait approfondir tout ce qui est... Organisation d'événements. Yeah. Donc, je sais que dans le passé, tu as fait beaucoup d'événements, puis Ouais. certaines personnes ne le savent pas dans quoi tu as plongé dans cet univers. Donc, avant justement d'en parler, j'aimerais que tu te présentes comment tu as vraiment comme atterri dans le monde de la communauté de danse latine. Ouais, ça fait longtemps que je suis dans la communauté. J'ai commencé à danser la salsa au dernier millénaire, en fait. C'était en 1999. Puis, je suis tombé un peu dans la danse latine, un peu par accident. Moi, auparavant, je sortais clubber, mais c'était surtout du R&B, puis de la musique antillaise et tout ça. Puis, un peu vers la fin des années 90, ça commençait à avoir un petit peu plus de musique latine mainstream. Donc, il y avait du Ricky Martin, Ouais, c'est ça, cette phase, Jennifer ouais. Lopez, Marc Anthony. Donc, dans les soirées où est-ce que j'allais, de temps à autre, il passait de la salsa. Puis, à cette époque-là, moi, je dansais tous les types de danse, dancehall, compas, R&B, hip-hop. Je dansais tout ça toute la soirée, moi. Puis, quand il passait de la musique latine, quand il passait de la salsa, ben, j'étais obligé de m'asseoir puis regarder les quelques personnes qui savaient danser, puis ça causait de la frustration pour moi. J'étais comme, I need to learn. Puis à un moment donné, ben, je me suis dit, OK, ben, je vais essayer de voir où est-ce qu'ils se donnent des cours de danse. Puis c'est comme ça que j'ai commencé en septembre 1999. Wow! Puis dans quelle école tu as commencé au début? Ma première école, c'était Saint-Tropez. Ah! Ouais. Shout out à Francisco qui était mon premier professeur de danse. Donc, j'ai commencé à Saint-Tropez. Je suis resté à Saint-Tropez à peu près 1 an et demi, 2 ans. J'ai fait quelques niveaux, puis mon premier spectacle, c'était avec Saint-Tropez. C'était dans une troupe amateur. Puis, Saint-Tropez, c'est un petit écosystème où est-ce que, bon, tu prends les cours à Saint-Tropez, puis si tu veux danser, ben, tu vas juste à l'étage Ouais, au-dessus, la tu vas à la Salsa Salsa Puis, donc, je gravitais autour de ça. Puis, mais, par la bande, j'entendais, ben, il y a d'autres écoles, il y a d'autres endroits où est-ce qu'on peut danser, tout ça. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ben, je vais aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Puis c'est là que j'ai été pour la première fois au Cactus. Le Cactus, qui est un club qu'il y avait sur la rue Saint-Denis. Et puis, quand j'ai été, like, my mind was blown. Parce que c'était totalement différent de ce que j'avais vu à Saint-Tropez ou bien à la Salsa Tech. Puis, puis il y avait ce grand gars-là, là, ce tall black guy. Il faisait des moves, j'étais comme... On se demande c'est qui. Ouais, puis
puis je le voyais, puis je me souvenais de l'avoir déjà vu auparavant, avant que je commence à danser. Comme je vous disais, je sortais clubber. Puis quand il passait de la musique latine, ben, tout le monde s'assoyait. Puis il y avait seulement 1 ou 2 personnes qui dansaient, dont ce gars-là qui était là back in the days. Puis j'étais comme, oh wow, il est encore là. Puis ben, j'ai été le voir, puis j'ai fait connaissance avec lui. La personne dont je parle, bien entendu, c'est Edson Vallon. Of course, hey Edson. Donc c'est ça. Lui, à cette époque-là, il enseignait à Salsa, etc. Et puis, du coup, moi, je me suis dit, j'aimerais beaucoup le suivre, voir ce qu'il fait, puis tout ça. Donc, j'ai intégré l'équipe de danse qui venait tout juste de débuter à Salsa, etc. Ça s'appelait Etc. Dancers. Etc. Dancers? Ouais. OK, je pensais que c'était directement Saltimambo qui l'avait appelé sa team. Ouais, mais c'était Etc. Dancers. Avant. Ouais, juste avant, c'était vraiment les OK. originaux, là, les OG. Je pense qu'on a trouvé une photo en plus de vous back then. Ouais, Ouais, j'en ai des photos. Ouais, j'ai un nice. dossier avec des photos, je vais vous envoyer ça. Nice. Donc, j'ai commencé à danser avec eux. C'était difficile peu au début parce qu'ils avaient un curriculum qui était différent de ce que j'avais vu à Saint-Tropez. Puis, pour pas vous mentir, quand j'étais à Saint-Tropez, à un certain moment donné, je pensais que j'étais comme super bon, puis tout ça. Donc, quand j'ai intégré Salsa, etc. Dancers, j'ai mangé du humble pie. Parce que j'étais pas... It's a good pie. It's a good pie. Puis, mais je suis super reconnaissant. Edson, puis tous les autres personnes qui étaient là dans la troupe, qui m'ont accueilli, puis qui m'ont aidé à me remettre un peu à niveau. Est-ce que c'est là que tu as commencé le on-two, le mambo? C'est là que moi, j'ai commencé un petit peu le début là, du on-two. Puis on avait été exposé un peu au on-two parce qu'on avait commencé à aller dans des congrès. OK. On avait, entre autres, on avait été au congrès de Los Angeles. Oh, OK. Le premier spectacle que j'ai fait à l'extérieur de Montréal, c'était avec les Etc. Dancers. Nice. Puis c'était à Los Angeles. Ouais. C'était en 2003, si je ne m'abuse. Est-ce que c'était le congrès de M. Torres? Ouais. C'était l'International Salsa Congress de Los Angeles. OK. Alberto Torres. Ouais. Exact. Puis, et c'est là que j'ai été live exposé au On-Two. Bien entendu, à LA, ça danse plus en one, mais il y avait des gens de New York aussi qui avaient été, tout ça, donc le On-Two, puis ça m'avait intrigué. Donc, ça nous avait tous intrigués un peu. Donc, c'est là j'ai commencé un petit peu aussi mon parcours dans le On-Two en 2003-2004. Avec Edson encore. Ouais. Par la suite, Edson, il a voulu voler de ses propres ailes. Il a démarré sa propre école de danse, Saltimambo. Puis, tous les danseurs qui étaient dans la troupe, on est tous partis avec lui. Donc, après ça, c'est là que j'ai commencé à cheminer, à branch out un petit peu. 2004, j'ai commencé une compagnie de t-shirts qui s'appelait Salstar. La raison pour laquelle j'ai commencé ça au début, c'est que en commençant à voyager pour aller dans les congrès et tout ça, puis je me suis rendu compte, waouh, j'adore ça, mais ça coûte cher. Ouais, on en a parlé avec Dom. Je pense que c'est le même réflexe c'est que vraiment... Dom a eu, là. Ah ouais? Donc, il faut que je paye mes cours de danse puis mes congrès. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Là, je me suis dit, bon, comment je peux trouver une manière qui serait reliée quand même à la danse, où est-ce que je pourrais faire un petit peu d'argent pour que je serais capable de payer mes voyages, payer les cours, les workshops, passes et tout les ça, passes, ouais. parce que c'est quand même assez dispendieux. Ouais. Donc, j'ai démarré ça en 2004. Ça marchait super bien Oui. au début, plein de gens. Ouais, c'est toute une autre on va en parler. génération. Parce que tout le monde, ils ont tous leur t-shirt de Salstar. C'était toute une époque. On va aller plus profondément sur cette phase Ouais. Ça tantôt. Ouais, On puis, veut en entendre. Ouais, puis après ça, une autre bifurcation que j'ai faite, c'est quand j'ai commencé à faire des événements. Premier événement, c'était en 2007, en février 2007. Et ça s'appelait Salstar Sunday Socials. Donc, mon premier événement, c'était ça, en 2007. Puis, si je fais un grand saut,
Mon dernier événement, c'était Next Motion en 2020. Ouais, avant que... 2020, c'était juste avant la Ouais. pandémie. Donc, au fait, on a Wow. fait l'événement fin février, début mars, puis 3 semaines après, c'est là que le monde cap. arrêtait. Donc, c'était juste avant. Wow, wow, Donc, wow. pour les événements, j'ai fait plusieurs événements qui vont de 2007 jusqu'à 2020. Wow, vraiment. Et on va parler justement de ces événements-là, Ouais. hein, parce que c'est vraiment notre thème d'aujourd'hui. Mais avant de parler de ça, je veux quand même que tu nommes tes autres chapeaux. Parce qu'on sait que tu n'es pas juste organisateur d'événements, puis tu n'es pas juste danseur. Fait qu'est-ce que tu peux nous parler de tes autres chapeaux que tu as fait à travers les années où est-ce que tu es dans la communauté? Ouais. Il y a, bien entendu, je pense que la plupart des gens qui sont arrivés dernièrement dans le milieu, que ce soit la danse, salsa ou bien bachata, me connaissent en tant que MC. Ouais. Parce que je suis le MC d'un des événements les plus populaires à Montréal, Baila con Gusto. Puis c'est un petit peu par accident, c'est drôle à dire, parce que au tout début, c'était durant la première année où est-ce que il y avait des spectacles aussi qui se faisaient, puis il n'y avait pas d'MC, puis Dominique est venu me chercher, « Ah, est-ce que tu peux présenter tel spectacle, vite, comme ça? » Nice. Je dis, bah, OK, sure. Puis, OK, je l'ai fait, puis j'ai trouvé ça intéressant, puis je me suis dit, ah, c'est peut-être une habileté que je peux développer à travers cet événement-là. Puis, you know, it would be beneficial for me, personnellement, puis en même temps, j'aide Dominique et tout ça, donc je me suis dit, Ah, OK, t'es ben, super je à vais- l'aise avec le micro. Je pense que les gens, ils aiment ça, là, et ça leur prépare pour la soirée. Puis, tu sais, il faut arrêter de danser pour regarder le spectacle. Donc, il faut quand même quelqu'un qui a de Capter, l'énergie là, ouais. pour Capter capter le focus des gens Exact. envers le public. En tout cas, nous, on trouve Ben, que t'es excellent comme Exemple, Merci. pour nos anniversaires de Allemand, t'es la première personne avec qui qu'on pense pour justement comme MC nos spectacles à nous aussi. Donc, t'es un excellent MC, that's Merci, for sure. merci, j'ai beaucoup de plaisir, donc ça aide, c'est sûr. Et tout récemment, t'as aussi un autre chapeau. Ouais. Ouais. Dernièrement aussi, j'ai commencé à être DJ. Oui. Puis, c'est drôle à dire parce que c'est un petit peu par accident aussi. Aussi. Parce que Dominique a commencé à organiser un événement qui s'appelle la Honda. Elle a commencé ça je dirais, en août 2022. OK. Et puis, le concept, c'était que, OK, il y aurait de la musique, ce serait de la salsa romantica, puis de la bachata, puis qu'à chaque semaine, il y a un DJ différent. Donc, les premières semaines, il y a eu des DJ différents, puis Dominique, c'est... n'importe qui me connaît savent que j'adore la salsa romantica. J'en mange, là. Puis, elle m'a demandé, est-ce que ça te tenterait de faire la Honda? Puis, j'ai dit oui tout de suite. Puis là, OK, là, la préparation, préparer la musique et tout. Puis, l'événement est arrivé, j'ai fait DJ, j'ai adoré ça encore. Puis, je pense qu'elle a vu que j'ai vraiment aimé ça. Donc, ça, c'était au mois d'octobre 2022. Elle m'a redemandé au mois de décembre encore. Puis, en 2023, elle m'a demandé de le faire de manière régulière avec Jean Nonez. Nice. Donc, j'étais devenu Resident DJ. DJ. Nice, nice. Pour la Honda, qui est un social, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un social les samedis de 4h à 8h. C'est ça. Donc, c'est vraiment un social d'après-midi. Ouais. Très Vraiment chill. chill. Donc, c'est la musique Famille encouragée écœurante. aussi, d'ailleurs. Oui. que Dom a Ouais, mentionné. ouais, c'est Très kid familial. friendly. Ouais, vous pouvez emmener vos enfants. Ah, mais c'est vraiment le fun. Puis, dans le fond, toute la préparation de DJ, est-ce que tu étais quand même un peu familier avec tu sais, l'équipement et tout? Il a là? fallu que je me C'est- familiarise avec l'équipement, mais ce qui m'a aidé, vu que je suis un danseur, puis que je suis un petit aussi mélomane, j'aime beaucoup la musique latine et tout ça, j'avais déjà une bonne collection de musique. Donc, au moins, je commençais pas de zéro. C'est juste m'adapter avec les équipements, la technique et tout ça. Puis, je travaille encore sur certains trucs.
Mais j'adore ça. Ah, c'est le fun. Nice. cool. Puis justement, ça t'a amené à DJ dans d'autres événements aussi à Montréal et peut-être même ou dans le futur plus international, on verra. Peut-être. Est-ce On que se ça te croise les tenterait? doigts. Beaucoup, ouais. Nice. Donc, si vous regardez, si vous organisez un congrès, quelque chose à l'extérieur. Ouais. Puis il y a pas beaucoup de gens qui savent, mais c'est un excellent DJ de bachata. Je veux vraiment le dire à la caméra parce qu'il y a des gens qui ne croient pas parce que quand on te voit, guess, on dit « Ah, salsa ». Ouais, Tu comprends? Mais c'est vrai il est que... vraiment, vraiment bon en bachata. Ça, c'était ma petite parenthèse. Merci. Donc là, j'aimerais qu'on plonge beaucoup plus Sur le dans sujet le sujet principal. d'aujourd'hui. Let's OK? do it. Les organisations d'événements. Fait que tu nous as parlé que le premier événement que tu as fait, c'était en 2007. C'est ça. Salstar Sunday Social. Ouais. OK. Alors, moi, j'ai apporté mon petit... Elle a amené un scrapbook parce que, tu sais, encore une fois, pour ceux qui ne voient pas la version vidéo, Amé, avant que Facebook existe, elle aimait vraiment ça, prendre les photos, tu sais, des événements, les faire imprimer et faire un scrapbook parce qu'on n'avait pas d'album Facebook. Ça, c'est comme une chose que les gens, ils savent pas. J'adorais. Je pense que si j'avais plus de temps, je le ferais encore, mais le Là, on fait scrapbooking... Instagram, là. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai trouvé ça dans mon scrapbooking de 2007. God. On va mettre Et une photo sur la version donc, vidéo. ouais, on va le mettre ça. Fait que j'aimerais ça que tu le regardes parce que je pense que pour Libertad et moi, ça a été un de notre premiers social. C'est un de nos premiers social et un Avec- contact avec des invités internationaux. Mais direct, là, parce que c'est c'est ça. sûr qu'on avait déjà été dans des congrès, puis tu sais, c'est autre chose, mais un social où est-ce qu'on invite des artistes internationaux, il n'y en avait pas beaucoup à Montréal, là. Hein, il faut le dire. Puis t'as vraiment été un des premiers. Et ben, j'ai gardé et j'ai imprimé les photos. C'était pas le premier. Celui-là, tu t'as dit que tu avais commencé en février Ouais. 2007. Donc, C'est en novembre. celui-là, c'était en novembre. Ouais. Ouais, je m'en souviens. C'était Anna et Joël Ouais. qui étaient venus. C'était... De Massacote. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de, justement, Salsa Sunday Social? Qu'est-ce qui t'a inspiré là-dedans? Comme... La stratégie, la vision que tu avais aussi sur le social quand tu as voulu le créer. J'avais commencé à fréquenter des congrès de danse. Puis, je voyais le talent qu'il y avait à l'extérieur. Je voulais emmener ce talent-là à Montréal. Je voulais que les gens puissent profiter un peu de ce que moi puis les autres personnes, quand on voyageait, ce à quoi on était exposés. Puis, il y avait, à Montréal, comme vous l'avez mentionné, il n'y avait pas vraiment d'événements comme ça avec des artistes internationaux, à part peut-être le congrès, il y avait la convention et tout ça. La convention de Montréal, qui était une fois par année, il n'y avait pas ça. d'autres congrès à C'est Montréal ça, dans ce ouais, temps-là. il n'y avait rien d'autre. Donc, moi, je me suis dit, c'est quelque chose que moi, j'aurais voulu que quelqu'un organise. Mais d'un côté, je me suis dit, ben, si personne ne le fait, ben, moi, je pourrais le faire. I should do it. I should do it. Puis, bien entendu, c'était mon premier événement, j'avais aucune expérience. Puis, je me suis dit, bon, qui est-ce que je pourrais inviter en premier? Il y avait plusieurs artistes à cette époque-là que je suivais, dont un en particulier qui s'appelle Adolfo Indacochea. Oh! Qui est-ce? À l'époque, surtout. Il commençait à, C'est ça, il commençait à cette déjà époque-là. à être établi et tout ça. Puis lui, il habitait à New York dans ce temps-là. Oui, hein? ouais, c'était beaucoup plus facile. Il Avant habitait qu'il s'en à aille New en York. Italie, là. Ouais. Puis, mais je connais, on n'avait pas d'amis en commun, quoi que ce soit. J'ai juste trouvé son email. J'ai cherché sur Google, j'ai trouvé son email, genre Adolfo97 parce que- Yahoo, genre. Faut le dire. Ça fait longtemps. Oui, parce qu'il faut le dire, il faut le mentionner. Il n'y avait pas de Facebook dans ce temps-là. Non, Donc, non. c'était pas aussi facile Facile de de reach contacter les gens. Ouais. Exact. 100%. Donc, courriel. Donc, j'ai trouvé son courriel sur le web. OK. Puis, je lui ai envoyé un courriel. C'était comme un peu comme une bouteille à la mer. Je me suis dit, oh, ça va tomber dans son courriel. Genre, il le verra pas. Puis, il m'a répondu la même journée. Nice. Je dis, oh, wow. Tu sais, je lui avais écrit, ah, OK, j'habite à Montréal, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aimerais ça organiser un événement à Montréal, est-ce que tu pourrais venir et tout ça. Puis, il m'a répondu la même journée. Je dis, ah ouais, pas de problème, tout ça, bla. On a organisé ça, c'est genre en janvier, puis en février, il était à Montréal. Ouais, on le faisait. Cool. Ouais. Malade. Puis, on a fait la publicité au début. Puis, Fait ce que qui...
tu me dis que Adolfo Indacochea, c'était ton premier invité. Oui! Ça, on savait vraiment pas, c'est vraiment cool. C'est malade! Et dire que plusieurs années après, tu étais le MC dans son événement à Montréal, Mamboland. Donc, vraiment nice! Mais c'est vraiment cool. T'sais, encore aujourd'hui, il m'en parle. Il me dit « Ah ouais, t'es la première personne qui m'a invité à Montréal, au Canada et tout ça. » Je m'en souviens encore et tout ça. Puis c'était vraiment une belle expérience. Puis vu que c'était un succès, ça m'a donné un peu la piqûre. Puis là, je me disais, OK, d'accord, je vais essayer de le faire de manière mensuelle. OK. Puis mes seconds invités, je pense que c'était Sekou McMiller. Wow! Encore une autre, ça c'est from way back, une star de la salsa. Ouais. Puis... Lui, c'est plus New York, mais c'était jazzy, oui. mambo. Ouais. Mais je suis quand même privilégié. Je pense que j'étais privilégié à cette époque-là parce que je n'étais pas comme un inconnu dans la scène. Donc, je faisais déjà partie de Saltimambo. J'étais impliqué. Je sortais beaucoup. J'étais dans tous les socials. S'il y avait des événements, ben j'allais dans les événements. Je performais. Donc, t'avais des contacts. Ben, c'est ça, exactement. Ici, dans la scène montréalaise. Donc, quand j'ai commencé à faire ces événements-là, j'avais déjà tous mes amis dans la troupe de danse qui étaient prêts à m'aider. Ça aide d'avoir beaucoup de gens, de bien t'entourer, parce que faire un événement toute seule, c'est pas facile. Ouais. Puis, j'avais des très bons contacts avec les autres écoles également, donc je pouvais aller les voir, leur dire hey, « j'organise un événement » et tout ça. Il y avait une certaine collaboration qui se faisait quand même. Puis, vu que c'était un événement qui était différent dans la mesure où est-ce qu'il y a personne qui invitait vraiment d'une manière genre mensuelle. Oui, puis c'était plus un événement, je trouve, éducatif parce que tu offrais un workshop au début. Ouais. Et après ça, tu avais le social. Ouais. Et là, ça peut paraître comme « Ah, mais c'est évident! » Mais c'est parce que dans ce temps-là, ça n'existait pas encore. Non, non, ça se faisait pas, non. Ça se faisait pas, donc tu as quand même introduit cette recette, un peu. Oui, qui se fait comme... tout le temps maintenant. Ouais, ça a l'air super normal maintenant, mais comme vous le mentionnez, auparavant, c'était pas... T'allais danser, en fait. T'allais à une soirée comme aller à un club. D'ailleurs, souvent, les sociales, c'est dans des clubs. Fait que c'est sûr qu'il n'y avait pas nécessairement de workshop au club. Donc, les gens sortaient danser et c'était vraiment uniquement un social. Donc, le concept là, de faire un cours avant, c'est comme à 9h, 9 à 10, le workshop, et après le social. Et là, tu peux danser en plus avec les artistes que tu as invités. Je pense que ça devait... C'est peut-être sûrement une des raisons pour laquelle ça a été un succès rapidement. Là. Ouais, ça a accroché rapidement. Puis, mais ça demandait beaucoup d'organisation puis de logistique parce que c'est quand même des invités internationaux. Il faut les loger, il faut les faire payer le billet d'avion et tout ça. Fait que c'était du travail quand même, puis publiciser, faire toute la logistique de faire imprimer les billets, puis les posters. Puis donc, le marketing, les promotions, c'est ça. On n'avait pas vraiment les outils qu'on a en ce moment. Les online tickets, ben, ça n'existait pas. Donc, tu sais, les gens à la porte pour les billets, le code check, parce que tu as dit que c'était comme en février. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, on a les manteaux. Donc, il y a quand même une grosse logistique derrière ça en tant qu'organisateur. Et comme tu as mentionné, avoir des gens avec toi. Ouais, qui t'aident, ouais. C'est un des aspects les plus importants, c'est d'avoir une bonne équipe derrière soi. Ouais, c'est ça. Donc, puis, moi, je veux savoir, tu sais, les petites erreurs qu'on fait en tant qu'organisateur au début, là. T'en as sûrement fait. Est-ce que tu peux nous en nommer peut-être un ou deux, vraiment comme... Des petites erreurs. Souvent, peut-être dans mon cas, le premier événement, pour quelles que soient les raisons, ça fonctionne super bien. Puis là, on se dit, OK, d'accord, on va essayer d'aller beaucoup plus gros. Puis des fois, ça ne marche pas autant. Donc, c'est des fois juste prendre le temps de donner le temps à la croissance. OK? Au lieu d'essayer d'aller big tout de suite d'un seul coup, mais de se donner le temps, genre d'avoir les bonnes bases pour avoir une croissance constante. Moi, je dirais. Est-ce que tu trouves que d'avoir choisi des danseurs internationaux direct comme ça, est-ce que ça a été une bonne idée ou tu l'aurais fait autrement après? J'aurais pas fait ça autrement. Je pense pas que j'aurais fait ça autrement. Parce que ça se faisait pas à l'époque. Puis,
une de mes idées maîtresses quand j'organise un événement, c'est d'essayer de faire quelque chose de différent. Donc, j'aurais pas fait ça différemment. J'aurais peut-être, si j'aurais changé quelque chose, je les aurais espacés peut-être. OK. Au lieu de les mettre au mois. Ah, ben oui, c'est tellement de travail. Mais ça fait que ça arrêtait juste pas, là. Ouais. Aussitôt, avant que l'événement soit terminé, il fallait déjà que j'aie booké ceux pour le mois prochain et tout ça. Donc, aussitôt d'avoir terminé la course de la promo pour OK, l'événement est terminé, mais je rembarquais dans l'autre tout de suite. Puis, c'était à chaque mois jusqu'au mois de novembre. Ouais, disons que ça m'avait un petit peu brûlé. Ah non, on a de l'empathie parce que nous, on n'est pas des organisatrices d'événements, mais on l'a déjà fait. On en a fait, tu sais, pour fêter nos anniversaires avec Alma. Donc, on invitait des artistes invités, des artistes internationaux qui étaient souvent des danseurs de Alma Latina. Puis, tout ce que tu as mentionné, comme les loger, s'assurer qu'ils mangent, c'est tellement des choses que le transport surtout en hiver, parce qu'ils n'ont pas leur manteau d'hiver s'ils arrivent d'un pays chaud. Et la peur que le vol soit cancellé. Fait que là, tu prenais une bonne... Oh my God, je dormais pas, puis je suis sûre que, tu sais, l'hiver au Canada, là, des fois, on sait jamais. Avec les tempêtes. Avec les tempêtes. C'est pour ça que tu dis, à chaque mois, ça, je suis comme, wow, chapeau. Ouais, mais justement, vous mentionnez ça. Durant South Star Sunday Social, on avait un invité. Son nom, c'est Darlene Garcia de Philadelphie. Puis, je l'avais invité pour le mois, si je ne m'abuse, c'était pour le mois de juin. OK. Et la veille ou 2 jours avant, il me dit qu'il ne peut pas venir. Oh non! Qu'il ne peut pas venir. J'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Puis, par un coup de chance, il y avait un instructeur des États-Unis qui s'appelle James Cobo, des Cobo Brothers. Cobo Brothers, oui. Okay. Mais ça, c'est du West Coast, hein, les Cobo Brothers? Ils sont de North Carolina. North Carolina, OK. Puis, par un concours de circonstances, son épouse était une Montréalaise, puis lui, il était en ville. À travers les branches, j'ai appris qu'il était en ville. Puis je me suis dit, oh my gosh. Puis là, je l'ai contacté tout de suite. Puis il m'a dit, ah ouais, je peux faire le workshop. Donc, c'est lui qui a donné le workshop à la place de Darlene. Fait que déjà, je voulais pas avoir à dire, là, oh mon Dieu, je suis obligé d'annuler l'événement, puis tout ça. Donc, j'ai été chanceux dans ma malchance quand même. Mais je comprends tellement ce que vous dites quand vous mentionnez, OK, s'il se passe quelque chose, qu'il manque le vol ou bien un problème à la douane ou quelque chose comme ça. Totalement. Puis c'est déjà arrivé moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter un deuxième vol. Oh. Parce que quelqu'un l'avait raté, il me semble. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, c'était Michelle Morales, juste à New York. Ouais. Puis comme elle avait raté le vol, justement parce qu'il y avait trop de neige. Okay. Là, j'ai dû acheter un autre vol le jour même. C'était c'est ça qui le les donne stress qu'on a en tant que Mais tu essaies de rester dans ton budget aussi, là, parce qu'il ne faut pas non plus aller crazy, parce que comme tu dis, tu sais jamais vraiment qui va venir. Les ventes de billets en pré-vente, ça représente quoi? Peut-être 50%, même pas de ce qui se passe? Même pas, je te dirais, la plupart du temps, comme le 3/5e, là, genre, c'est dans le 48 à 72 heures avant l'événement. Exactement. Donc, il faut que tu aies quand même des reins financiers solides puis des nerfs d'acier. C'est ça. Totalement. Ouais, Totalement. je pense que ce côté c'est comme un hype, là. C'est une adrénaline que tu as en disant comme, OK, est-ce que ça va marcher ou ça ne marchera pas? Tu veux pas avoir ta salle vide, surtout si tu prends une salle grande, plus grande, parce que tu penses que ça va... t'es l'artiste, OK, je vais prendre la salle un peu plus grande cette fois. Mais parlons aussi des salles comme le South Star. Je me souviens même plus c'était où exactement, où est-ce que... C'était dans l'ancien studio de Como Mango. Ah, OK, sur Sainte-Catherine. C'est ça, Sainte-Catherine, City Councilor. En face de la baie, là. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'était avant que ça devienne Como Mango. Oui. Sûrement. Parce qu'en 2007, en 2007, c'était... Ça n'existait pas encore. Je pense que Como Mango commençait, ce studio-là, c'est un studio de West Coast Swing. Ça s'appelait le Cat's Corner. Oui. Ça s'appelait... Puis eux, ils ont déménagé finalement sur Saint-Laurent, mais avant, ils étaient là. Ça s'appelait le Cat's Corner. OK. Puis, une des premières choses quand on organise un événement, c'est de trouver un endroit. Puis, il y a certaines spécificités. Il faut que ça soit un plan. Surtout le plancher. Les danseurs sont pas mal très piqués là-dessus, je trouve. Ouais. Puis,
c'est normal. C'est correct. Comme les gens, ils mettent de l'argent dans leurs chaussures de danse Exact. et tout ça. Puis c'est sûr qu'il faut avoir un bon plancher. Puis le système de son. Ouais, ça Le également. DJ. Ouais, L'espace. l'éclairage, l'espace. Donc, c'est tous des aspects auxquels il faut penser lorsqu'on organise un événement. Pour organiser un événement comme, tu sais, aussi grand que qu'est-ce que tu viens de nommer avec Salsa Sunday Social, quelles sont vraiment les étapes clés que tu peux pas passer à travers ça? Là, t'as nommé le local, t'as nommé le DJ, mais est-ce qu'il y a une chose que, tu sais, c'est absolument nécessaire, il faut que tu l'ailles? On en a parlé un tout petit peu avant. Faut que tu aies une bonne équipe. Faut que tu aies une équipe qui est solide, des gens vraiment de confiance. That they're gonna get the job done. OK? Mais juste avant d'avoir cette équipe-là, moi, personnellement, chaque fois que j'organisais un événement, j'essayais de voir quelle idée principale et originale que je pouvais avoir. Parce que des événements, il y en a tout le temps plein. Quelle idée que tu vas avoir qui va te démarquer des autres? Bien entendu, pour Salsa Sunday Social, c'était le fait d'avoir un artiste invité de l'extérieur, puis après ça, de le faire suivre avec un social. Donc ça, c'était différent de ce qui se faisait auparavant. Ouais. Et puis, pour tous les autres événements que j'ai organisés après, au début, je m'arrêtais tout le temps pour me dire, c'est quoi l'idée que je vais avoir derrière qui va être différente de ce qui se fait. Ouais. Puis, j'ai suivi ça avec Salsa Glam aussi, où est-ce que c'était... C'est ça, parlons de quelque chose qui ne se fait plus, quelque chose Oh my God. d'unique à Salsa Glam. Salsa Glam, je pense que pour les 7 années que ça a duré, c'était incroyable. Il faut expliquer le concept Ouais. pour ceux qui ont eu le malheur de ne jamais assister à un Salsa Glam de leur vie. Shame Parce que on c'est quand you. même assez spécial comme soirée. Puis on doit souligner que ça prend aussi beaucoup de courage parce que c'est quand même une date que beaucoup de gens ont booké à l'avance. Ouais. Vas-y, Alors- raconte-nous. Qu'est-ce que c'est Salsa Glam pour ceux et celles qui ne le savent pas, en fait? Salsa Glam, c'est l'ultime party de fin d'année salsa, OK, qu'on célèbre dans la classe. Donc, c'est toujours le 31 décembre, OK? Donc, c'est la veille du jour de l'an. En gros, l'événement consiste en une soirée de spectacle. C'est concis, ça rentre dans 1 heure. C'est 1 heure de spectacle, puis après ça, c'est de la danse jusqu'à 3 heures du matin où est-ce qu'on célèbre l'arrivée de la nouvelle année. Et puis, pour cette série de spectacles-là, bien entendu, on veut que ce soit des gens locaux, la scène locale, les danseurs, les performeurs de la scène locale, mais on voulait également avoir un artiste international. Et là, je reprends mon petit... Ton scrapbook. Mon petit scrapbook, c'est en fait, j'aimerais vraiment parler de Salsa Glam et la promotion. Sais-tu, j'ai amené justement, j'ai amené une des passes. des Ouais, passes? ouais, Ah, si, je ben peux oui, aller. ben oui. On va le montrer ça à la caméra. Parce que pour vrai, Salsa Glam, je pense qu'Amé et moi, on a quand même eu la chance d'en assister à quelques-uns. Ouais. Peut-être pas les 7 années. On va essayer de Ok. trouver des photos aussi. Parce que ce que j'aimais aussi, c'est qu'on pouvait s'habiller chic. Je pense que ça, c'était la Ouais. première chose, le fait d'être glamour. C'est ça, De Salsa voir Glam, ça tout le monde dit. avec des robes longues, tu sais, avec le petit champagne, etc. Exact. C'était vraiment top. Deuxième chose, c'était dans un hôtel. Oui. Ça, oui. c'était un méchant gros Ça risque. aide beaucoup. Oui, Ouais. parce que ça ajoute cette touche de... On n'est pas dans un social, on n'est pas dans un congrès, mais on est comme in between. Un hybride. C'est ça. Ouais. Puis en plus, avec nos belles robes, puis tout le monde était... tout le monde était chic, en fait. Tout le monde se suivait. forçait. Ouais. Ça arrive une fois par année, donc tout le monde faisait l'effort Ouais. de s'habiller vraiment chic et classe. C'est quand même c'est la fête du Nouvel An. Donc, les gens voulaient vraiment rendre ça spécial. On voulait que ça soit spécial. Donc,
les gens mettaient l'effort, mais nous aussi, on mettait Ah. l'effort du côté de la Ouais. promotion. Exactement, c'est ça. La promotion Vous qui l'aviez consistait fait vraiment, parfaitement. je me souviens quand vous vendiez ça, là, c'était pas des tickets, mais c'était des cartes. Donc, si Ouais. vous pouvez les voir ici, là, des cartes. Et là, tu étais comme un invité VIP. Et après ça, ben, c'est sûr que tu avais ton petit ticket. Wristband. Et moi, je veux juste flyer. faire un shout-out. Je pense que c'est une des premières fois qu'on a vu ça, c'est le backdrop avec les photos. Oui, oui, c'est vrai. Encore une Ouais. fois, ça paraît très comme anodin Mhm. en 2024, mais ça se faisait pas dans le temps. Non, non. Ça se faisait genre quand on regardait à la télévision. Les red carpets. C'est là. ça, les red carpets, là, les Oscars, les Grammys, ce genre de trucs-là. Puis, ben, on a eu l'idée de faire ça, puis ça a pogné tout de suite. Ah ben oui. Les gens, ils étaient en ligne pour prendre une photo devant le backdrop Ouais. de Salsa Glam. Ça faisait des belles... Puis tout le monde était super bien habillé, tout le monde avait le verre de champagne. Donc... C'était quelle année, le le chapeau. premier Salsa Glam? C'était justement le décembre de l'année où est-ce que j'ai fait mes Salstar Sunday Social. Donc, c'était OK. en 2007. 2007 Ah, aussi. wow. 2007. OK. Très ambitieux tout ça, je trouve. Ouais. Puis, mais je pense qu'il y avait comme, à cause des Salstar Sunday Socials, il y avait comme un momentum. Ouais. Ah ah. Que t'as vraiment Ouais. take advantage of it. C'est ça. Puis là, j'ai organisé Salsa Glam. J'organisais avec... c'était pas juste moi. On était deux co-organisateurs. C'était moi puis David Colli. C'était quelqu'un qui était impliqué dans la communauté également. Puis que lui également, auparavant, il avait fait quelques fêtes de fin d'année, le 31 décembre, mais c'était beaucoup plus genre comme un petit peu plus Petit. social, OK. petit et tout ça. Mais quand on s'est mis les deux ensemble, on s'est dit on va faire quelque chose le 31, mais ça va Ouais. être un petit peu plus... Parce que c'est ça, tu l'as nommé tantôt, il y avait vraiment un show. Hein? Oui. Puis c'était vraiment sélectionner Ben, les c'est gens. ça que je trouve nice parce que tu as dit tu voulais absolument se rendre en 1 heure. Puis Ouais. ça, c'est des choses qu'on voit de moins en moins parce que les festivals s'agrandissent, il y a plus de gens qui dansent, il y a plus de teams. Donc, il y a vraiment eu une sélection des spectacles qui rentrent dans ce 1 heure-là parce que vous ne vouliez pas dépasser, on ne veut pas passer la Hey, moitié c'est quand du même... nouvel an. Non, mais avec c'est le tout ça, là. 31 décembre, OK? The clock is turning. Ouais. Ah, il faut ouais. pas que ça You dépasse. cannot be late. Non, il faut que ça commence à un temps comme limite, puis il faut que ça termine avant. Ouais. Puis ça, c'est un autre détail. Dans tous mes événements, on commence à l'heure. On commence à l'heure. Puis c'est comme un running gag. Parce que vous allez dans des événements aussi, des congrès, puis ça commence jamais à l'heure. Ça commence jamais à l'heure. Puis un point d'honneur qu'on s'est toujours donné à Salsa Glam, c'est de commencer à l'heure. Et puis j'ai amené ça dans tous les autres événements par la suite. Oui. Très important, je trouve, parce que comme ça fait que les gens arrivent à Ils sont l'avance. plus disciplinés aussi. Oui, Je pense que les oui. gens prennent l'habitude. Ah, ben, de toute façon, ça commence plus tard. Mais quand tu vois des organisateurs qui font comme non, on a dit 9 h, ça commence à 9 h, ben là, t'as pas envie de rater la moitié de ta soirée. Exact. Donc, tu Ouais. te dépêches. Mais C'est le important. fait d'avoir une chambre en haut, je pense que ça aidait aussi. J'imagine ça a rajouté côté logistique. Vous deviez en plus vous occuper Ouais, des chambres. c'est ça, ouais. Puis les trois premiers Salsa Glam, ça s'est fait au Delta Montréal, qui est sur Président Kennedy. Kennedy. Et négocier avec les hôtels et tout ça, surtout pour eux, c'est comme un congrès, comme une soirée de danse latine, c'est quelque chose qui est totalement genre, ça se peut pas, C'est voyons donc. random. Puis donc c'était convaincre les hôtels. Le 31 décembre aussi, En c'est une plus, date le 31 difficile. décembre, je dirais, il y a un volet qui est difficile là-dedans parce que tout est plus dispendieux le 31 décembre. Donc, louer des chambres, louer des salles, louer de l'équipement audio, avoir un plancher de danse. Oui, parce que ça, il faut le dire. Dans les hôtels, le plancher n'est pas adapté aux danseurs, donc il faut louer Oui. un C'est ça, faut plancher de installer. bois, l'installer et le désinstaller le lendemain. Ouais. Donc, il y a quand même beaucoup de travail là-dessus. Ouais, il y a des équipes qui s'occupent de faire ça. On engage, bien entendu, une compagnie qui fait ça. Mais la plupart du temps, dans la plupart des hôtels, ils n'ont pas vraiment de plancher de bois franc.
Ou bien ils en ont un tout petit. Ah ouais, on a un plancher de danse, puis là c'est gros comme ça. Ah, ça sera pas assez, on a besoin de quelque chose de plus grand, donc on doit aller à l'externe pour louer du plancher. Donc, ouais, ça c'est une autre couche encore. Fait que là, moi, je veux juste parler d'une dernière petite chose de Salsa Glam. Ouais. C'est la musique. Parce que là, vous faisiez beaucoup de promos avec des CD choisis par des DJ qui étaient vraiment in dans ce temps-là. Fait qu'on peut en nommer quelques-uns. DJ Brown Sugar, DJ Sam de Marseille, que tu faisais... Mais il habitait ici. Ah, OK. Il habitait à cette époque-là, il habitait ici, ouais. Et DJ Montuno, qu'on connaît tous. DJ Cisco de Toronto. Et DJ Jean Onez. Ouais. Qu'on connaît tous. C'est un méchant set, hein, quand même, comme les back-à-back, là. Ouais. Ouais, on est super contents. On avait vraiment ce qu'il y avait de meilleur à cette époque-là à Montréal en tant que DJ. Puis, on était reconnaissants qu'ils veuillent participer à l'événement déjà. Donc, nice. Moi, je vais juste voir ici un bonus track de Jean-Claude Van Glam. Ah oui! Alors, c'est le fameux Jean-Claude Van Glam qui va apparaître plus tard. C'est un personnage. C'est c'est tout un personnage qui t'a aussi... parce qu'on a parlé de créativité. Pour qu'un un événement fonctionne, il faut que ça soit comme hors de l'ordinaire. Donc, tu mettais vraiment beaucoup, beaucoup de créativité dans tes événements. C'est qui ça, Jean-Claude Van Glam? Jean-Claude Van Glam, c'est la personne qui donnait l'endroit où est-ce qu'on aurait les Salsa Secret Society. Je ne sais pas si on va ouvrir tout de suite pour Salsa Secret Society. On pourrait ouvrir tout de suite le Salsa Secret Society. À moins qu'on aille à Kukumpa avant. Kukumpa, c'est un événement que j'ai organisé 2 fois. C'était au fait le coup d'envoi pour l'été. C'est comme ça qu'on appelait ça. C'était au mois de juin. On l'a fait seulement 2 fois, en 2010 et 2011. OK. Puis Kukumpa, je veux vraiment que tu l'expliques, le nom. Kukumpa, ça vient d'où? C'est... Parce que nous, on le sait, mais les gens, ils savent pas. Hey, Kukumpa, est-ce que c'est... Fallait y penser comme non. Genre, est-ce que c'est dans une autre langue? Ben non. C'est le son du tumbao quand on joue, là. Kukumpa, Kukumpa. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on a donné le nom à l'événement. Fait que même jusqu'au nom, c'est original. C'est ça, la créativité en tant qu'organisateur, il est partout. C'est ça, on essaye. C'est juste se démarquer. Oui, mais où est-ce que tu trouves ces idées-là, en fait, Guess? Parce que c'est vraiment comme des idées hors de l'ordinaire, tu sais. Il y a vraiment personne qui est allé voir ces idées-là. Qui a eu ces idées-là, là. Fait que, raconte-nous, est-ce que c'est juste toi qui brainstorm ou est-ce que tu as des gens qui te disent « Ah, tu devrais faire ça », comme qui t'inspirent? C'est beaucoup de brainstorm. Puis, je dirais aussi à cette époque-là, je lisais beaucoup au sujet du marketing, la manière de se différencier. Et ça tourne vraiment autour de ça. Essayer de trouver des manières de faire qui sont différentes. Parce que comme je l'ai mentionné, des événements, il y en a tout le temps, il y en a plein. Comment on fait pour sortir la tête puis que les gens nous voient, nous? Ça passe par là. OK. Puis, juste pour la démarcation, on va passer à Salsa Secret Society parce que je pense que ça a quand même été un gros event. En fait, qui était fou, en fait. Hein? Je sais pas si tu t'en souviens. On parlait des choses qui n'ont jamais été faites. Ben, ça, honnêtement, je me souviens quand la première fois j'ai vu la vidéo, je fais comme... Qu'est-ce que c'est ça? Donc, en fait, c'est ça, Guess a commencé à faire un genre de petite histoire avec Jean-Claude Van Glam et il y avait une vidéo avant pour nous promote en quelque sorte cet événement-là. C'est un type de promotion assez avant-gardiste, là, je dirais. Encore une fois. Parce que il y a des choses que tu peux pas ne pas faire quand tu organises un événement. Tu dis c'est où, puis tu dis c'est quand la date. Puis c'est ça. C'est comme c'est le minimum. Tu sais, dans ce qu'on te disait tantôt, c'est le minimum. Ouais. Mais là, tu as pris une autre stratégie. D'où est-ce que ça t'est venu, cette idée-là, en fait? En fait, je vais le dire, là,
de ne pas dire c'est où. C'est vraiment ça qui était comme, hey, il nous dit d'aller dans un social avec un bonhomme qu'on voit même pas la face. Et là, j'aimerais vraiment ça qu'on mette des vidéos là, sur YouTube. Et après ça, ils disent, OK, le social est telle date, mais lieu TBD. Secret. To be confirmed. Secret. Ouais. Tout d'abord, il y avait une équipe derrière ça. Okay? C'était pas juste moi. OK? Petit shout-out que j'ai fait à cette équipe-là. Il y avait toutes des gens qui étaient impliqués dans la danse auparavant. On les voit un peu moins souvent. On les voit plus du tout. Il y avait Belinda Roche. Belinda, ben oui. Ouais. Ben oui. Il y avait José Tremblay, Christelle Jobin. Il y avait Lisa Noger-Bellemare qui nous avait aidé aussi un peu. Puis Manuel Pinault. Cool. OK. Puis l'idée m'est venue, au fait, c'est comme une société secrète. Au fait, c'est une société secrète. Puis le fait d'être dans le monde de la danse salsa, c'est un petit peu un genre de monde, je dirais pas secte, mais c'est une petite société en tant que telle. Ben oui, c'est une communauté. C'est une communauté, mais on a nos petites habitudes à nous, tu sais. Je sais qu'il y a des filles qui, par exemple, quand ils sortent, ben ils ont leurs souliers de danse dans le coffre de l'auto au cas où est-ce que, genre, ils vont les utiliser ou bien... juste quand vous êtes au boulot, là, dire à des gens que, moi, je sors les soirs de semaine. Ouais, le jeudi. Le jeudi soir. Pour les gens, c'est totalement comme... C'est fou, genre. Puis, on a toutes nos petites habitudes en tant que salsero, puis qu'on se comprend entre nous. C'est commun, on se comprend entre nous, mais que pour les gens à l'extérieur de la communauté, ben, c'est un peu bizarre. C'est comme ça que je suis venu avec l'idée de Salsa Secret Society. Puis, you're part of it. You're already part of that society, but you just don't know it yet. I love it. J'adore vraiment ce thème-là, puis ça accrochait tellement les gens. Ben oui, parce que là, en plus, tu voyais des gens quand même, tu sais, connus dans la communauté de danse latine qui en parlaient, qui disaient « Ah ouais, c'est sûr que j'y vais », parce que justement, c'était tellement un concept cool que là, les gens qui ne savaient pas, ils étaient comme « Là, I need to know ». Puis la manière qu'on a commencé la promo pour ça, c'est que nous, dans l'équipe, on a tous changé nos photos de profil sur Facebook. Facebook, c'était comme émergent, là. Ouais. On a tous changé nos photos de profil avec une photo, nous, qui faisait ce symbole-là. Ben, c'est ça. Comme ça. Et puis, on a embarqué quelques autres personnes là-dedans. Et puis, quand les gens, comme ils regardent leur fil d'actualité, commencent à voir qu'il y a plein de personnes qui font ces petits symboles-là. Donc, OK, il y a un buzz qui a commencé à se créer. Et puis, mine de rien, les gens voulaient participer. Donc, moi, j'allais dans des soirées, puis je prenais des gens en photo, puis je leur demandais de poster ça. Juste comme ça. Juste comme ça. Puis je donnais même pas la raison. Je m'en rappelle tellement, là, dans les puis sociaux. les gens participaient à fond. Ouais. Bien entendu, nous, dans l'équipe, on savait ce qu'on voulait faire. C'était un événement. Puis, on a fait une vidéo promotionnelle où est-ce qu'on allait révéler l'endroit où est-ce qu'on aurait le social. Puis, ce vidéo-là, on l'a sorti la veille de l'événement. Ouais. Est-ce que c'était fait exprès ou c'était encore comme une petite erreur? Ou Non, c'était fait. Ouais, ben, c'était est-ce que vous aviez peur comme de faire ça? C'était la première fois que quelqu'un ne dit pas où est-ce que c'est? Parce qu'on s'entend que, dépendamment de où est-ce que tu habites et tout, ça peut aussi changer tes plans. Vous aviez tellement une confiance forte au buzz que vous étiez comme, on l'essaye. On l'essaye. Puis, bien entendu, on avait fait de la publicité. On disait, OK, à telle date, on fait l'événement Salsa Secret Society. Mais le reveal, ça va se faire la veille. J'ai encore des frissons. C'était cool, c'est vraiment, vraiment bien pensé. Puis on était tous attentifs à que, tu sais, la vidéo arrive, puis qu'on voit le bonhomme, Jean-Claude Van Glam, avec, puis qu'on ne sait pas c'est qui jusqu'à maintenant. Peut-être que Slee va accepter de nous le dire. Les gens pensaient que c'était moi, mais c'était pas moi. Non, c'est ça. Et en fait, il y avait comme une petite histoire là-dedans.
C'est comme un petit film, en quelque sorte. Ouais, D'où est-ce que c'est venu, cette idée-là? Si les gens peuvent aller les visionner s'ils font une petite recherche rapide sur YouTube, Salsa Secret Society. Puis, c'est toujours la même. Au fait, l'histoire est un petit peu la même, où est-ce qu'on a une personne de l'équipe qui se promène ou bien qui marche, puis il y a Jean-Claude Van Glam qui les interrompt, qui les arrête. OK, d'accord, on vous attend à tel endroit. Puis, il donnait une carte avec l'adresse de l'endroit. Love it. Ouais. Puis, les gens... Même, on avait poussé l'audace pour les billets, je me souviens. Les billets... Il y a des billets qu'on vendait à l'avance. OK? Tout ce qu'on faisait, c'est qu'on disait, OK, à tel endroit, à telle heure, il va y avoir quelqu'un qui va vendre les billets. De la team Salsa Secret Society. Ouais, c'est ça. On disait même pas c'était qui. On disait, trouver la personne avec une écharpe rouge. Oui, c'est vrai. les écharpes. Fait que, à un moment donné, ce qu'on avait fait, on était à 2-3 endroits. Puis, c'était dans un café ou quelque chose. Puis, juste aller voir la personne avec une écharpe rouge, puis demander-lui pour les billets. Donc, ça rajoute du suspense, c'est nice. nice. C'est comme les gens participent activement à ça, là, au Et buzz. je pense que c'est ça qui manque aussi en ce moment dans les événements en 2024. C'est ce hype-là qu'on avait dans ce temps-là. On attendait, là, comme, je le mettais dans mon agenda, puis on était comme, OK, tout le monde, on y va. Mais même entre Salsa Glam puis Salsa Secret Society, il y a eu quand même, moins de social qui nous hypait autant. Parce qu'en fait, les sociales sont à chaque semaine, ceux qu'on connaît. Donc, je pense que les gens ont l'habitude d'apprendre des choses un peu pour acquis, des fois. Là. C'est pour ça que des fois, certains organisateurs, comme « Ah, il y a moins de gens qu'on pensait et tout. Puis je pense que ce genre d'événement-là, surtout avec une stratégie comme ça, a vraiment comme réanimé la flamme, surtout pour les gens, mettons, qu'on appelle des fois OG. Donc, les gens qui ont déjà passé à travers leur phase de social et qui they take it more chill. Je pense même ces gens-là étaient comme « Ah, je veux aller. » Tu sais, là, si j'avais sorti un social, c'est à celui-là que je vais. Puis je pense que c'est ça qui démarquait le plus ce concept-là. Très, très, très cool. Ouais, mais comme je vous ai mentionné, c'était un travail d'équipe. 100%. Puis, j'ai vraiment eu beaucoup d'aide. Des gens que j'ai nommés un petit peu plus tôt. Super reconnaissant. Puis, la difficulté avec Salsa Secret Society, c'est qu'on voulait le faire à un endroit différent à chaque fois. Puis, trouver des endroits qui conviennent avec un plancher convenable, avec un système de son, c'était difficile. C'était vraiment notre challenge. Je dirais que c'est un peu la raison pourquoi on a arrêté de le faire. Je dis arrêter, mais disons que Jean-Claude Van Glam est retourné dans la clandestinité. Mais on ne sait jamais quand est-ce qu'il va ressortir. On ne sait jamais quand est-ce qu'il va ressortir. Mais c'est vrai que c'est un défi particulier parce que si vous le refaisiez à la même place, ben, ça perd un peu du cachet, du mystère. Exactement. Fait que là, je peux comprendre qu'après un bout, vous avez fait le tour des studios qui sont compatibles avec nos besoins. Ouais. Puis c'est ça. Mais cool, hein, c'est nice d'entendre en exclusivité que... Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un Bachata Secret Society, peut-être? C'est ça, on shoot des idées, en fait. C'est ça. Peut-être. On brainstorm. Ouais. Mais tu sais, ce serait comme BSS, Bachata, 100%. non. Peut-être si ça s'appelait Sensual. I love it. Je dis ça, je dis c'est rien. C'est ça, parce que Sensual, Bachata, la salsa romantica peut-être là-dedans aussi. I love that. Ouais, il faudrait voir avec Jean-Claude. Faudrait voir avec Jean-Claude. Pour ramener Jean-Claude. Donc, ça, on a fait ça pendant 2 ans. Une première année où est-ce que c'était exclusivement à Montréal. Puis après ça, on a eu la chance de le faire dans d'autres villes. Wow. La deuxième année. La deuxième année, on l'a faite à Ottawa, à Québec, puis à Toronto. Ah, ça, c'est très cool. Malade. Ouais, ça fait profiter comme les gens de ailleurs. Puis j'imagine qu'il y a des gens de là-bas qui venaient aussi à Montréal pour y assister. C'est ça, ouais. Puis, au fait, j'ai eu l'opportunité de le faire parce que j'avais quand même des contacts dans ces villes-là. Par exemple, à Québec, c'était Steve. À Toronto,
C'était les gens de United Salseros, Teddy, qui m'ont aidé. À Ottawa, c'était Jim Vo. Donc, mais je trouve que c'est super important, surtout si on essaye de faire un événement dans une communauté qui n'est pas forcément la nôtre, de s'associer avec des gens qui sont déjà là-bas, qui sont établis, de le vendre le concept un peu et de voir où est-ce que ça nous mène. Donc, tout à fait. Tu l'as nommé plusieurs fois déjà, les contacts, c'est quand même très important lorsque tu organises des événements. Maintenir aussi ces relations avec ces personnes-là, parce que tu l'as mentionné rapidement quand tu faisais ton intro, mais tu es très présent aussi dans les événements des autres personnes. Tu sors danser, tu n'as jamais lâché ça. Fait que je pense que ça aussi, ça entretient ces relations-là, parce que les contacts, c'est bien, mais ces contacts-là, ils te font confiance, ils t'aiment, ils veulent t'encourager. Fait que je pense que ça aussi, c'est quand même quelque chose une des clés de succès là, de tes événements-là. Ouais, le relationnel, c'est super important. Développer des liens de confiance. De montrer qu'on n'est pas là juste pour ses propres intérêts, mais qu'on est là pour faire progresser la communauté. C'est vraiment ça, je pense, la clé. Pour l'organisation d'un événement, je pense. Il ne faut pas penser « Ah, moi, je veux faire du cash parce qu'on s'entend. » Il n'y a personne qui va devenir riche avec si tu ne savais pas, ben maintenant tu le sais. Ouais, c'est ça. Si tu es chanceux, tu arrives pile. Si tu n'es pas chanceux, ben, tu perds de l'argent. Mais c'est vraiment pour l'éducation, faire grandir cette communauté-là. Ben, la personne hype de l'événement en soi. C'est comme ça que tu as commencé. Ah, je voulais un événement comme ça qui existe. Ben, ça n'existe pas. OK, ben, je vais le créer. Puis je pense que si toi-même, tu n'es pas hype de ton événement, et tu n'es pas vraiment... Tu restes, en fait, authentique à toi-même parce que tu es comme... Je le fais à la communauté parce que moi aussi, je tripe, puis j'aime ça. Puis si quelqu'un le ferait, j'irais. Puis je pense que c'est ça aussi. Tu vois la différence entre des organisateurs d'événements, que c'est ça, c'est plus parce qu'ils ont une idée puis qu'ils pensent que ça peut leur amener des sous versus quelqu'un qui est là parce qu'il met vraiment tout comme son cœur à l'événement. Fait que vraiment bon à noter pour les personnes justement qui essaient de partir en ce moment des événements parce qu'il y en a pas mal. Il y en a quand même de plus en plus. Moi, j'avais juste une dernière petite question concernant Salsa Secret Society. Ouais. C'était pas seulement les gens de Montréal qui venaient aux événements de Montréal. Donc, je sais qu'on en avait déjà parlé avec Edson, mais il y a vraiment des gens de partout, aux alentours de Montréal, disons, qui venaient. Entendu, ouais. Est-ce que tu trouves qu'on a un peu perdu ça maintenant? Un tout petit peu. Je trouve, un tout petit peu. À notre époque, Montréal était vraiment reconnu ici au Canada, puis dans l'est du continent, comme un endroit de salsa où est-ce que tu pouvais vraiment... Il y avait des bons danseurs et tout ça. On avait beaucoup de gens qui venaient de Toronto, même justement pour les Salsa Secret Society, on avait du monde de Toronto qui venait des fois. Bien entendu, les gens de Québec et tout. Je dirais que y a moins de gens, on dirait, de l'extérieur qui viennent. Je me demande peut-être que c'est à cause qu'il y a une offre qui est plus grande, probablement. Les gens qui étaient sur les gens, par exemple, si on parle du Grand Montréal, les gens qui sont sur la Rive-Nord, qui sont sur la Rive-Sud, ils ont un petit peu plus d'options, je pense. Exact. Maintenant. Ils ont vraiment leur social à eux maintenant, tandis que dans le temps, il n'y avait que des sociales à Montréal. Donc, ils faisaient la route. Des fois, 1h, 1h30, même ceux qui viennent de Québec, 3 heures. Puis ils repartaient tout de suite après. Chapeau à ces gens-là, on en connaît plusieurs. Ils sont vraiment cool de faire ça. Pour un social, c'est malade. On peut comprendre aussi qu'il y en a de moins en moins qui le font s'il y a ces mêmes genres de recettes, d'événements accessibles, plus proches de chez eux. On s'entend. Mais encore une fois, c'est bon et comme dommage en même temps parce que c'est bon pour eux, ça veut dire que la communauté grandit. Il y a des événements plus petits, mais partout au Grand Montréal et aux alentours. Mais c'est ça fait moins d'événements parce que c'est comme un
une salle concentrée de bons danseurs et une salle où est-ce que ça peut créer vraiment comme des soirées incroyables, des danses incroyables et tout. Et tout. Et on voit même dans les congrès, il y a tellement plus de congrès que les gens ont le choix. Ouais. Donc, maintenant, en 2024, on retrouve plus ce hype-là qu'on avait dans les congrès où est-ce qu'on se retrouvait toute la gang ensemble. Ouais. Puis on dansait, puis il y avait les carpet dance, puis comme, tu sais, c'était vraiment comme, OK, on se retrouve là, puis on va avoir du fun ensemble. Là, Je c'est pense beaucoup que plus... il y a encore moyen d'être créatif là-dedans, mais je pense que c'est à cette prochaine génération de trouver des moyens là, de se démarquer puis de créer ce genre de hype puis faire venir les gens. Je pense aussi avec les réseaux sociaux, comme je pense que c'est Étienne qui l'avait nommé, t'as même plus besoin d'aller au social parce que parfois c'était le spectacle qui allait comme se faire au social qui intéressait les gens. Hey, je veux voir le nouveau show de telle personne. OK, je me déplace. Alors que maintenant avec YouTube, on voit les shows des personnes ou tu veux savoir c'est quoi le vibe, maintenant tu le vois aussi via les stories ou des gens, beaucoup de gens font aussi des lives. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as même plus besoin d'aller à ce... T'es sur ton couch, puis tu vois comment est la soirée. Fait que c'est ça, c'est des défis différents là, pour les gens qui organisent des événements maintenant. Mais c'est ça, c'est à eux de trouver ça a tellement changé, parce que moi, je me souviens, quand on commençait à danser, si tu voulais voir les shows à tel congrès, il fallait que tu sois là, ou bien 2-3 mois plus tard, que tu commandes le DVD. Oui. Ou bien le VHS, la cassette VHS. Si tu voulais voir le dernier spectacle de Santo Rico, ben, t'as pas le choix. Il faut que tu sois là. Ou bien que tu connais quelqu'un qui a été puis qui a filmé avec son caméscope. en se cachant, parce qu'on s'entend que dans le temps, on avait... On n'avait pas le droit de filmer. Exact. Ça aussi, c'est drôle que ça a évolué parce que, oui, quand tu es performeur, tu as envie de voir ton show après, mais le fait d'avoir accès à des spectacles seulement dans cet environnement-là, il y a quand même un charme là-dessus aussi parce que il faut que tu y sois pour le voir. Puis, comme, sorry, t'étais pas là, ben, t'as pas vécu ça. Les DVD puis les VHS, là, dans le temps, c'était aussi un moyen de gagner plus d'argent pour les organisateurs. Donc, c'est normal. Parce qu'encore une fois, c'est difficile de rester on budget. C'est pas des choses qui sont tant... qui amènent beaucoup, beaucoup d'argent. Là. En fait, comme tu disais, on est chanceux si on reste dans le budget. Moi, je regarde tout ça, le marketing que vous faisiez, mettons, pour Sasaglam ou même Sasa Secret Society, je suis comme... Je pense que ce qui m'impressionne le plus, c'est comment vous avez fité ça dans un budget raisonnable. Parce que souvent, les gens, c'est pas la créativité qui manque, c'est les ressources pour entreprendre ce genre de marketing ou autre. Je sais pas si toi, est-ce qu'il y a eu des moments où est-ce que côté sous, c'était un peu plus compliqué ou justement ton équipe t'a aidé avec ça? Ouais. Je dirais pour le marketing, puis je vais répéter encore cette idée-là, de trouver une idée originale, c'est la moitié du marketing. Parce que faire un événement qui est régulier comme ça, t'as beau mettre beaucoup d'argent dans le marketing, mais si t'as pas une manière de te démarquer, de sortir ta tête un petit peu, ben c'est un petit peu du marketing qui se mêle avec tout le reste. T'as beau mettre autant d'argent que tu veux. Donc l'idée, déjà avoir une idée qui est différente de ce que les autres font. Et un budget raisonnable aussi, bien parce sûr, qu'on peut pas faire des... Ouais, c'est... Bon, par exemple, si je parle de Salsa Glam, on a déjà mentionné que la plupart des danseurs se décident un petit peu, même s'ils savent qu'ils vont à l'événement, mais ils vont acheter leur billet dans le dernier 72 heures avant l'événement. Même si l'événement, tu as commencé à en parler comme 90 jours, 3 mois à l'avance. Salsa Glam, on commençait de bonne heure quand même. Quand même, vraiment bonne heure comparé aux autres. Ouais, on commence en octobre, septembre. Octobre, genre, la promo était déjà en place et tout. Là, maintenant, la vente des billets se fait plus au mois de décembre. Mais l'hôtel, eux, ils veulent leur argent avant. Donc, c'est sûr, il faut avoir les reins financiers, les reins assez solides financièrement. Puis, en se disant, OK, ouais, je sais que les gens vont acheter leurs billets, ils vont les acheter dans le dernier 48 heures. Il faut juste être capable de souffler un peu, puis relaxer un peu. Puis, comme de fait,
OK, c'est là que tu vois que les commandes rentrent, là, genre un petit peu avant l'événement. Ouais, ouais. Mais c'est sûr que côté budgétaire, il faut être capable de respecter ses limites et tout ça. Moi, je vais continuer avec un plus gros budget. Ben c'est ça, on s'en enlève vers ça parce que là, on parle vraiment social. Mais le step au-dessus... Parce que tu as déjà eu la chance d'organiser ou co-organiser un congrès, un festival. Ouais, c'est drôle parce que là, je présume que vous parlez de NixMotion. Oui, on parle de NixMotion. Puis, je co-organisais ça, comme vous le mentionnez, avec une dame qui habite au Vermont qui s'appelle Victoria Moore. Shout out. Et c'est drôle parce que nous, on se disait, on ne veut pas appeler ça un congrès. D'où le nom NixMotion, entre autres. Sinon, c'est vrai que c'est différent. Parce qu'on aurait pu appeler ça genre The Vermont Salsa Comme Festival. n'importe qui appelle son congrès avec le nom de la ville, puis rajoute Salsa Congress après. C'est la norme. Mais déjà, NixMotion, d'où vient le nom? Ça nous a pris du temps pour trouver ce nom-là, mais en faisant des recherches un peu comme ça, le Nix, en latin, son équivalence, c'est neige. Neige, en latin, c'est Nix. Ah, cool. J'aime ça. Puis motion, bien entendu, le mouvement et tout ça, on a mis les deux ensemble. L'idée derrière cet événement-là, c'était de faire quelque chose qui pourrait nous réconcilier un peu avec l'hiver. Avec la neige. Parce qu'il faut le mentionner, cet événement-là se fait 1 au Vermont, 2 au mois de février. C'est ça. Donc, vraiment, un mois où est-ce que tout le monde veut rester à la maison parce qu'il y a beaucoup de neige, il fait froid. Et vous, chez NixMotion, vous avez mis ça. Et en plus, je trouvais ça vraiment génial que vous offriez la chance, justement, de pas seulement danser puis comme socialiser et tout ça, mais qu'il y avait aussi le ski. Donc, ça, c'est... Je pense que ça fait partie de votre stratégie, justement, de réconciliation avec la neige. Puis, encore une fois, de faire quelque chose qui est différent. Si vous remarquez, surtout pour la côte Est, entre novembre puis mars, avril, il n'y a pas grand-chose qui se passe en termes d'événements qui ressembleraient à un congrès ou un festival sur la côte Est. Donc, nous, on s'est dit, c'est une opportunité. Nous, les gens, j'imagine les autres organisateurs se disent « Ah, ben il fait froid, il n'y a personne qui veut voyager, tout ça. » Nous, on s'est dit « On va se jeter là-dedans, on va aller directement là-dedans. » Puis, on va pas... We're not gonna shy away from the cold or the snow. Au fait, on va en faire une partie intégrante de l'événement. Ouais. Puis justement, votre marketing, c'était le foulard. Ouais. Hein? Moi, quand l'écharpe, le foulard de NixMotion avec les couleurs et tout ça. Fait que quand tu portais ça, exemple, à Baila Con Gusto ou à n'importe quel social, ben ça disait « Ah, OK, ben il y a NixMotion, il faut comme acheter nos billets. » Tu te rappelles. Ouais, l'écharpe, it was a thing, parce que tout le monde voulait avoir l'écharpe. Et à chaque année, on changeait la couleur de l'écharpe, on mettait l'année aussi dessus. Donc, il y a des gens qui collectionnaient l'écharpe. C'est encore une démonstration de quelque chose, d'un marketing qui vous a sûrement pas coûté si cher que ça, tu sais, faire les écharpes ou faire... Et au contraire, en plus, vous les vendiez sûrement, les écharpes. Donc, ça amenait du marketing vers les écharpes. Et qu'il fallait juste que des gens le portent dans des sociales, puis les gens, comme... Et c'était comme auto-promotion. C'est ça, hein? Je pense que c'est ça le... Puis on est en hiver, c'est une écharpe, tu peux la mettre aussi. Exact. Très cool. Ouais, vraiment cool. Est-ce que dans NixMotion en soi, est-ce qu'il y a des défis différents que tu as vécu, étant donné que c'était plus un congrès, même si on ne l'appelle pas un congrès, versus les autres expériences de social que tu as eues? L'un des défis qu'on avait, c'était que le Vermont, Burlington, c'était à Burlington, c'est pas une ville de salsa en tant que telle. Donc, nous, le défi, c'était d'amener des gens de l'extérieur pour qu'ils aillent à Burlington. Puis la plus grosse ville de Burlington, c'est Montréal. De l'autre sens, tu aurais New York. Oui. Puis, c'était de convaincre les gens.
prenez votre passeport, venez à Burlington. C'est 2 heures de Montréal. C'est ça, c'était pas long. C'était pas long. C'est plus proche de... C'est plus proche que Québec. Ouais. Mm-hmm. Puis, donc, c'était un peu ce défi-là, de faire converger tous ces gens-là en hiver à cet endroit-là. Maintenant, tout le volet logistique pour l'hôtel, puis tout ça, c'était beaucoup plus Victoria qui s'en occupait, vu que elle, c'est là qu'elle habite, c'est elle l'américaine en plus, tout ça. Donc, c'est elle qui pouvait s'occuper de ce volet-là. Mon volet, un petit peu plus à moi, c'était d'emmener les gens du Canada. OK. Et les artistes. Ouais, c'est ça. Donc, comment tu choisissais, c'est quoi tes conditions, exemple, pour amener un artiste ou... parce qu'on sait qu'il y a des artistes que tu faisais seulement performer, puis il y a des artistes aussi que tu faisais enseigner, ou les deux. Donc, c'est quoi ton... Tu sais, comment tu fais pour choisir ces artistes-là? Ouais, c'était une vision, mais c'est une vision commune, moi puis Victoria, bien entendu. Où est-ce qu'on voulait avoir des gens, bien entendu, qui aient un certain talent, OK, puis qui sont reconnus dans leur domaine. Parce que, encore une fois, surtout pour le volet des spectacles, on voulait que ça dure 1 heure. Donc, il fallait que ça soit trié quand même sur le volet. Mais quelque chose qui était très important pour nous également, lorsqu'on choisissait les artistes, c'est que ça soit des gens qui aient un certain niveau de professionnalisme. Par exemple, si on organisait tous les trucs à l'avance, donc on voulait recevoir la musique à l'avance, on avait besoin de leurs photos, on a besoin d'une petite bio, des choses qui sont relativement simples, mais vous seriez étonnés. On te croit. On sait. Vous seriez étonnés comment ça peut être difficile des fois de recevoir ce genre de trucs-là. Tu dois courir après tout le monde, en fait. Ouais. Parce que les gens oublient. En tant qu'organisateur, on en a déjà... Notre assiette est déjà pleine. OK? On veut pas courir après toi. Exactement. D'accord? Surtout pour des choses qui devraient être relativement simples. Si, par exemple, si tu es un danseur professionnel, je devrais être en mesure d'avoir une photo professionnelle de toi. OK? Puis, je veux dire, on a reçu des photos genre de low resolution avec le watermark du photographe dessus. Ou bien, tu sais, j'organise un événement. OK. Si tu m'envoies une photo de toi sur scène avec le logo d'un autre événement derrière, je veux dire, c'est tous des petits trucs assez simples. Mais ce qui s'est déjà passé plein de fois, je suis pas mal sûre. Là. Ouais. Donc, à un moment donné, on demandait, genre, OK, on a besoin d'une photo de vous. 2 photos, si vous en avez une, genre plus portrait, OK, une photo professionnelle, puis une autre action shot, OK, où est-ce que vous êtes en spectacle et tout ça. Parce qu'on avait une image, on a une image particulière qu'on veut avoir sur le website, puis tout ça. Donc, c'est ce genre de photo-là qu'on veut avoir. Si vous pouvez nous envoyer ça. Oui, parce que Nixmotion, c'était très particulier. Vous avez vraiment une identité visuelle à vous. Puis, en plus, vous le transmettiez ça dans vos produits dérivés. Ouais. Et une chose qu'on n'a pas nommée, c'est le photo booth. Ah, ouais. Qui était malade. Très bon point. Ouais. Ça aussi, Ouais. ça amenait une chose à votre identité avec Nixmotion, que tout le monde voulait aller à ce photo booth-là. Là. Ouais, durant l'événement, ouais, il y avait des line-up pour faire le photo booth. Un autre truc promotionnel qu'on faisait pour se démarquer, c'était les Freezies. Oui, les Freezies. Les Mr. Freeze. Donc, les mois avant Nixmotion, on faisait une tournée promotionnelle dans d'autres événements. On Dont allait Baila con Gusto. Ouais, Baila con Gusto. On avait été à Québec pour le congrès à Québec. Ça, c'était au mois de septembre. Fait qu'on se prenait d'avance. Le Québec Salsa Festival. Ouais, exact. Puis aux États-Unis aussi, à New York, à Boston. Donc, notre tournée promotionnelle se faisait, on avait une table, okay, avec nos flyers et tout. Puis on avait également des Mr. Freeze. You know, so, c'est froid, ça rappelle un peu l'hiver,
mais c'est rafraîchissant dans un contexte où les gens dansent et puis ils ont envie de se rafraîchir. Donc, on faisait un lien entre les deux, ça accrochait les gens. Ouais, Tout à fait. Ben, les gens venaient vous voir dans le booth, juste, j'ai le goût d'un Mr. Freeze, puis en plus, là, ben, ils entendent parler de l'événement. De l'événement, en même temps. ouais. Puis que Vraiment c'est en bonne hiver, on profite de la neige. C'est ce genre de petites idées, en fait. C'est fou, c'est les détails. C'est fou comment les détails, des fois, font la différence. Puis Dame aussi, elle nous racontait ça avec la Congusto, avec les éclairages et tout. Ouais. Des fois, c'est comme les plus petites affaires qu'on remarque même pas, en fait, qui make it different. Ouais, Exact. le tout est dans le détail. Ça fait un fil conducteur. Puis, comme tu le mentionnes, les gens, des fois, ils s'en rendent pas compte, mais ça les influence, ils se sentent bien, ils trouvent qu'il y a quelque chose qui Il y a un vibe. Ouais, c'est ça, une vibe qui est constante, puis il y a une signature, les gens savent, ils voient quelque chose, ah, ça c'est Next Motion, Ouais. ah, ça c'est Salsa Glam, ah, ça c'est Secret Society. Exact, et ça, c'est Une vraiment identité. important. Puis je pense que pour les artistes aussi, puis j'ai eu la chance de performer en X-Motion, donc on sentait que c'était différent parce que, oui, c'était 1 heure, puis c'était comme ça coche, là, ça roulait. Il n'y avait pas de pause éternelle. Tu sais, dans les autres congrès, malheureusement, on voit un peu ça, mais en X-Motion, c'était vraiment bien organisé. Là, c'est comme OK, go, let's go, social. Puis, en tout cas, super belle expérience de mon côté. Mais comme je mentionne, c'est toujours un travail d'équipe. Puis, tous ces détails-là, moi, j'ai été vraiment chanceux de tomber sur quelqu'un, Victoria Moore, qui porte également une attention aux détails. Donc, s'il y a des trucs que je manque, elle va le voir. Puis, s'il y a des trucs qu'elle manque, bien, moi, je vais le voir. On était vraiment... Ouais, c'est ça. On était vraiment complémentaires. C'était vraiment le fun. Des fois, on avait des petits accrochages parce que chacun de notre côté, on était habitué d'organiser par nous-mêmes nos événements. Donc, travailler en équipe avec quelqu'un qui prend les décisions finales avec toi, c'était un travail également. Mais on se disait, ce qui est vraiment important, c'est l'événement. C'est vraiment l'événement. Comment qu'on peut faire à nous deux, comment on peut élever cet événement, le rendre différent, puis le rendre agréable, pas seulement pour les personnes qui y assistent, mais également pour les artistes. On portait une attention particulière à comment on accueillait les artistes. On les triait, bien entendu, sur le volet. On voulait que ce soit des artistes, bien entendu, qui soient professionnels, OK? Mais également des artistes qui aient un certain entre-gens, OK? Parce qu'ils représentent, pendant qu'ils sont là, ils représentent quand même l'événement. Puis, on voulait s'assurer que ces artistes-là aussi puissent interagir avec les gens qui venaient à l'événement en tant que tel. Tout à fait. C'était quelque chose qui était important pour nous. Puis je trouve ça important aussi que les artistes participaient aussi au after-ski. Ouais. Ce qui faisait qu'il y avait encore plus de rapprochement avec les gens, les invités. Donc, c'était pas juste C'est comme... un bonding différent que C'est vous comme, avez d'habitude. on vient de finir le congrès, maintenant, allons skier ensemble. Tu sais, ça, je trouve que ça finit bien un congrès. Ouais, Pas juste genre, je me suis pété la face tout le week-end, je m'en vais. Mais je trouve que ça finissait bien. Puis, ça donnait un petit... Le volet ski, c'était le dimanche qu'on faisait ça. On l'a fait seulement les 3 premières années. Mais le nombre d'artistes qui nous ont mentionné, c'est la première fois de ma vie que je fais du ski, qui étaient un petit peu réticents au début, mais après ça, qu'ils ont vraiment adoré ça. C'était vraiment bien. Ouais. Très cool. Encore une autre manière de rendre l'événement différent. Ben Et mémorable. 100%. Ouais. Un autre truc qu'on faisait également, c'était le samedi après-midi où est-ce qu'on dansait dehors. On avait un petit moment où est-ce qu'on dansait dehors. Puis les hardcore, on était quelques hardcore, incluant moi, Victoria, quelques personnes de l'organisation. Mais on sortait en shorts. Shorts, t-shirt. Ah oui. OK, en mode spa, quasiment, là. Puis, Sentir le froid. en fait, c'était drôle parce qu'on était... C'était presque en tenue de plage, mais on avait des bottes, puis des mitaines, puis des tics. OK. Puis on dansait dehors. Oh my God. Vous êtes fous. Mais c'était... Si t'as des photos, là, c'est sûr qu'on va les mettre. On en a plein des photos.
Mais ça crée un mouvement d'entraînement. Puis il y a d'autres personnes qui sortaient, habillées bien entendu, mais ils dansaient dehors. Puis ça se fait, danser dehors. Je veux dire, ici à Montréal, on a Igloo Fest. Oui. C'est vrai. Pourquoi il n'y aura pas une version latin? C'est ça. C'est ça. C'est vrai. Il y a des Ouais. idées Une ici, autre on est en idée, train de- un de- brainstorming qui se fait. mais ça se fait super bien danser à l'extérieur. Ouais. Même en hiver. Mais Ben, surtout j'aime comme, l'idée de sortir du mindset que l'hiver, c'est long et c'est pas le Mhm. fun. Et là, tu rajoutes vraiment une chaleur, en fait, dans ton hiver qui peut être très, très long ici. Oui, là. et pour les artistes qui sont habitués à vivre dans la chaleur, je pense que ça serait vraiment intéressant. Justement, on t'invite, on va danser dehors dans la Choc neige. culturel. Ouais, vraiment. Cool! Ben, Fait que- je pense qu'on a quand même couvert pas mal des événements qu'on voulait parler avec toi. Ouais. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes qu'on n'a pas entendues, mais que tu en as tellement vécu des affaires? Je suis sûre que tu comme des histoires drôles. Il y a Dom qui nous a raconté l'histoire aussi dans son studio, là, des choses qui se sont passées, que ça nous a full divertis. Je sais pas si toi, est-ce Est-ce que tu as quelque chose de mémorable, exemple un DJ ou comme un artiste, quelque chose qui te vient à l'esprit? Quand on organise des événements, il y a souvent des trucs qui arrivent qui sont hors de notre contrôle et tout ça. Donc, des artistes qui sont pas là quand ils doivent être là, des DJ qui sont pas là quand ils doivent être là, ça arrive assez régulièrement. Donc, je vais parler d'un truc qui m'est arrivé personnellement. OK. Puis, c'est un petit peu drôle, mais un peu embarrassant pour moi. C'est à Nixmotion. En fait, c'est le dernier Nixmotion. OK. Puis, c'était le samedi soir, après les spectacles. Pour faire une histoire courte, on a une salle spéciale où est-ce que on invite tous les artistes après les shows pour qu'ils prennent un verre. Puis après ça, pour qu'ils puissent aller sur les pistes de danse. Okay? L'idée derrière ça, c'était qu'on ne voulait pas qu'après les spectacles, les artistes ils se dispersent dans leur chambre à eux, puis qu'ils restent dans leur chambre, puis qu'ils restent là. Donc, après les shows, on leur mentionnait, OK, d'accord, changez-vous, puis on vous attend in the main. On a une salle, c'était une suite. OK. C'était une suite. On invite les gens pour prendre un verre, puis on descend après. OK, donc, on a fait ça samedi soir. Tous les artistes sont descendus après. On est contents. Good. Puis, on est 3-4 personnes de l'organisation. On va dans ma chambre, moi. OK? Puis, donc, il y a ma chambre à moi. Les chambres voisines, c'est les chambres des autres collaborateurs. Puis, la suite pour les artistes était juste en face. Donc, ce petit coin-là de l'étage, c'est nous. Donc, on est arrêté dans ma chambre. On était, c'est ça, 4-5. Puis, bon, on part, on boit un peu. On se dit, on va descendre éventuellement. Puis, on entend frapper à la porte. C'est la sécurité qui nous mentionne qu'on fait trop de bruit, tout ça. Puis c'est moi qui ai ouvert la porte. Puis j'ai comme pas aimé comment il m'a parlé. Fait que j'ai comme élevé la voix aussi. Puis c'était comme un back and forth. Puis c'était très, très tendu jusqu'à temps que je dise, d'une manière, on s'en va en bas, on va descendre en bas, il n'y a pas de problème. Mais c'était vraiment tendu, là. Il était dans ma face, puis j'étais dans sa face because I was not backing down. Fine, OK, c'est correct. Puis là, il est parti. On descend, OK, on va danser. Puis après la soirée de danse, c'est une longue anecdote. Après la soirée de danse, on a un after party. Oui. OK, où est-ce que tout le monde s'habille, c'est un pyjama party. Ah. OK. Donc, moi, je vais dans ma chambre, je vais me changer vite, je mets un onesie. C'est un onesie que moi, j'ai sur moi, je mets un onesie. Puis, je suis comme, je vais aller dans la suite en avant, je vais me prendre une bouteille d'alcool. Fait que je prends la clé de la suite, puis là, je sors. Puis, tu sais, j'avais accès à plusieurs salles, fait que j'avais plusieurs clés. Puis je prends une clé, puis là, je sors de ma chambre pour aller dans la suite. Je passe la clé, c'est pas la bonne clé. Je suis comme, oh shit. Puis là, je me retourne, puis la porte de ma chambre se ferme. Blau. Puis là, j'essaye la clé, c'est pas la bonne clé non plus. Oh non! Fait que là, je suis un adulte dans un onesie à 4 heures du matin. J'ai même pas de chaussures. J'étais pieds nus. Je suis comme, man. OK, mais j'ai pas le choix. Il faut que je descende. Là, j'ai été au front desk. J'étais comme, OK, j'ai oublié ma clé, tout ça. Est-ce que vous avez papier d'identité? Non, j'ai rien. C'est tout dans la chambre. Tout ce que j'ai, c'est mon onesie sur moi.
Puis, tu sais, like, I'm a grown man in a onesie. It looks super crazy. Puis là, la dame dit, OK, d'accord, je vais appeler un des gars de sécurité pour venir. Là, elle appelle le gars de sécurité de tous les gars de sécurité qui viennent. C'est le gars avec qui je m'étais pogné là, à l'avant, un petit peu avant. Fait que là, j'étais comme, il m'a regardé, je l'ai regardé. OK, on y va. Là, c'était un peu awkward dans l'ascenseur. Monté, fait que là, il a débarré ma porte. Puis là, j'ai dit, merci beaucoup. Puis il a dit, il n'y a pas de problème. Puis, pour plus tôt, tu sais, je suis désolé un peu. Puis, là, on s'est comme excusé, on s'est comme, we made up. Là, je dis, OK, fine, good. Tout ça, merci beaucoup. Fait que là, j'ai pu rentrer dans ma chambre, mettre mes chaussures pour aller au after party. Fait que, ouais, c'est ça. Okay. J'adore. Nice! Hey, vraiment cool d'avoir discuté sur tous ces événements-là. Je pense qu'il y a tellement de contenu de valeur pour les personnes qui essaient eux aussi de se démarquer dans les événements. Tellement. Pour ceux et celles qui veulent commencer justement à organiser des événements, peut-être, Guesli, est-ce que tu pourrais donner des conseils, tu sais, quoi pas faire, quoi faire, des petits... Il y en a déjà beaucoup donné tout au long de l'épisode, là, mais s'il y a quelque chose que tu n'as pas nommé, it's your time. Ouais. C'est probablement des trucs que j'ai déjà mentionnés. Une des premières choses qui serait bien, c'est d'être impliqué déjà dans la communauté. Aller dans les sociales, donner des cours, bien prendre des cours, aller dans les événements, ce genre de trucs-là pour que les gens aient une certaine familiarité avec... Encourager les autres, en fait, aussi. C'est comme ça que tu vas créer des liens avec les autres organisateurs. Exactement. Avoir des liens avec les autres organisateurs également, ça peut aider. Comme j'ai encore mentionné un petit peu plus tôt, s'entourer d'une équipe, une équipe solide. Puis, pas avoir peur également de développer une idée différente. OK, pour être capable de se démarquer. On dirait que c'est toujours... it's a safe bet to do. OK, on voit d'autres événements. On dit, je vais faire à peu près la même chose. Mm-hmm. Donc, je vais probablement avoir autant de succès, le même résultat et tout ça. Moi, je dirais d'être un petit peu audacieux, puis d'essayer un angle qui n'a pas été pris par quelqu'un d'autre. Exact. Quelque chose out of the box. Exactement. Quoi d'autre encore? Si vous connaissez des gens d'expérience qui ont déjà fait des organisations d'événements, c'est toujours une bonne idée de demander conseil. Très bon point. Demander conseil à des gens qui ont déjà de l'expérience, de manière à ce que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Mais veut pas, quand on organise des événements, on va en faire des erreurs. Mm-hmm. C'est sûr qu'il va y avoir des erreurs, puis c'est comme ça qu'on apprend. Mais il ne faut pas avoir peur de se lancer. Merci beaucoup pour toutes ces sages paroles. Ouais, très belle façon de terminer cet épisode. Je pense que pour vrai, même nous, on en a appris vraiment beaucoup. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que dans l'organisation d'événements, même si tu n'es pas un organisateur, quand tu es dans la communauté de danse, tu finis toujours par avoir une situation où est-ce que tu finis par organiser quelque chose. Ouais. Pour un fundraiser ou quand tu as une école ou une équipe de danse. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de conseils qui ont été dits aujourd'hui qui peuvent être utiles à ces personnes-là. Fait que merci. Est-ce que les gens qui veulent contacter Guesli, est-ce qu'il y a un moyen de communication que tu préfères? Si jamais les gens ont des questions, justement, qu'il y a quelque chose qui leur a interpellé, Facebook, Instagram, que tu aimerais partager? Ouais, ben les gens peuvent me contacter très facilement sur Facebook. Sur Instagram aussi. Si c'est pour des événements, ils peuvent me contacter parce que j'ai 2 profils sur Instagram. Vous pouvez me contacter sur mon profil à moi, Guesli. On va les mettre en description. Ouais, puis mais j'ai également mon profil de DJ. Il faut pas si vous avez besoin d'un DJ en musique latine, salsa, bachata, reggaeton. Si. Vous pouvez me contacter sur mon profil Instagram de DJ. Donc, DJ G-Star. Ouais, c'est dj.gstar.mtl. Parfait, on va le mettre à l'écran. Je m'écris pas souvent sur Instagram. On va les mettre. Et nous, comme d'habitude, notre Instagram de nous deux,
liberame.dance. Donc, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions à nous donner, si vous voulez revoir Kesley. Il y a tellement de chapeaux, on peut parler d'autres choses aussi. Tellement, on peut en faire des épisodes avec Guess. Écrivez-nous. Puis, merci beaucoup d'avoir été là. Et on se voit au prochain épisode. Bye!